Bonsoir à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale qui inaugure ce soir ces rendez-vous lumière. Alors on a des rendez-vous logement, on a des rendez-vous métropolitains, on a des rendez-vous critiques. Il y en a un dans 2 jours ici, je vous invite absolument à venir. Et puis ce soir, ça va être des rendez-vous design et lumière. On va vous expliquer quel est le but, quel est l'enjeu. Ceci se passe dans le cadre de la transformation de ce lieu. Alors le Palais de Chaillot est en transformation, j'allais dire permanente. Il y a toujours un lieu qui évolue. Et là, l'ex-pavillon d'Abou, qui est devenu l'espace de la plateforme architecturale, a bénéficié là d'une nouvelle lumière qui a été conçue par les Freaks avec le soutien de Samod. Et je tiens absolument à remercier Emmanuel Gagnez qui nous a soutenus dans cette opération. Donc un vrai mécénat d'entreprise dans un très très beau projet de création, et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Alors nous avons 3 invités. Francis Soler qu'on ne présente plus. Ils sont tous architectes, il n'y a pas de designer lumière, hein. S'il y en a qui vont être déçus peut-être, mais il n'y a que des architectes ce soir. Francis Soler, Jean-Marc Ibos et le plus jeune, Vincent Parera, qui vont nous parler chacun de projets à différentes échelles. Mais avant de leur passer la parole, je vais vous passer quelques images pour vous définir ce que vont être ces rendez-vous lumière, parce qu'on va se voir régulièrement là-dessus. Alors, très rapidement, vous reconnaissez tous le bâtiment, évidemment, Frank Lloyd Wright, 1959, mais surtout le travail de Dan Flavin en 1992 qui va s'emparer de cette icône architecturale et qui va en faire un lieu extraordinaire. Car ce soir, nous allons parler beaucoup de dispositifs. Je ne vais pas vous faire une conférence sur l'art contemporain et le travail in situ des artistes dans les œuvres d'architecture, mais là, The Weather Project est une des œuvres absolument extraordinaires de Olafur Eliasson. Il est en ce moment à Versailles, mais là, vous vous souvenez tous de cette installation en 2003 dans le Turbine Hall de la Tate Modern. Et puis ici, le Grand Ornu, un peu moins connu que la Tate, mais qui est à la frontière belge, et bien franco-belge, je veux dire, et du côté belge, vous avez ce lieu industriel absolument extraordinaire, assez peu connu, qui a une programmation culturelle très intéressante, et qui là a rendu hommage à Alvar Aalto, mais pas sous l'angle architectural, mais sous l'angle justement de la lumière. Donc le Aalto Lightings, c'était en 2014, et voilà comment avec là aussi l'esprit du dispositif, vous allez voir, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser ce soir. Alors ça, c'est un peu moins connu, c'est un travail de Werner Kiesel des années 31, donc la halle des machines, la centrale de Klingenberg en Allemagne, où on voit comment l'architecte là va imaginer un plafond qui va devenir justement presque un ciel de lumière, tout ça dans un univers industriel extraordinaire. Et là, on va arriver à notre thème du détournement des objets qui viennent de l'industrie et pour justement, j'allais dire, faire architecture. Alors, parmi les icônes, on aurait pu faire une conférence très longue sur le sujet, et je vais vous l'épargner, juste quelques, mais j'en ai pris comme ça dans différentes échelles et différentes attitudes. Le Kimball Art Museum de Fort Worth, donc le chef-d'œuvre de Louis Kahn, donc ce travail sur la lumière, pas à des fins muséales. Donc là encore, un dispositif extrêmement sophistiqué, extrêmement fin, qui n'a absolument pas vieilli. Beaucoup plus récemment, Dominique Perrault a transformé un bâtiment des années 70 sur le site de Kirchberg à Luxembourg. C'est pour la Cour de justice européenne, et avec Gaël Loriot-Prévost, eh bien, il a imaginé des dispositifs lumière absolument inédits et à de très grandes échelles dans le cadre de cette transformation. Vous connaissez beaucoup plus ce travail de Jean Nouvel sur l'Opéra de Lyon. Ce qui est intéressant là, c'est comment Jean Nouvel travaille avec Yann Kersalé. Donc là encore, les artistes sont convoqués, et sur un travail justement qui va faire que le bâtiment va communiquer avec la ville, puisqu'il va y avoir des pulsations. Le travail de Kersalé, de lumière, va être asservi des ordinateurs qui vont enregistrer l'énergie du bâtiment, de tout ce qui va se passer à l'intérieur, les danseurs, et plus il y aura d'énergie, plus ça va envoyer de la lumière. Ça, c'est un travail absolument important. Beaucoup plus récemment, Jacob McFarlane pour le Frac Centre, dans le cadre de la transformation du site
justement des dépendances militaires ont installé le nouveau FRAC, et le nouveau FRAC a été fait avec ces artistes Electric Shadows, et donc ils se sont emparés des façades pour faire un programme justement évidemment très numérique, informatique et autres, mais hautement créatif. Ça c'était en 2013. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'autres architectes ont essayé d'expérimenter ce travail d'une lumière qui change, de bâtiments qui sont toujours différents dans l'espace urbain. Et là, il y avait eu un concours très important en 94. Peut-être que Jean-Marc avait participé à ce concours du temps où il était chez Jean Nouvel, mais puisque Jean Nouvel et Christian de Porzampar étaient en compétition pour construire une tour. Elle ne s'est jamais faite, mais peu importe. Elle a été étudiée, et là, Christian de Porzampar, lui, avait imaginé une tour qui allait évoluer avec un programme lumière. C'est ce qu'il utilisera dans la Philharmonie de Luxembourg, et ce qu'il a plus près d'ici, à la Cité de la Musique, à l'intérieur de la salle, vous retrouverez aussi ces dispositifs. L'icône de Jean Nouvel au cœur d'un des plus grands giratoires urbains, la Plaça de los Glorias à Barcelone, qui est ce travail là aussi de lumière. Là, je vous ai mis l'image de nuit, et quand le Barça gagne la Champions League, eh bien le bâtiment passe aux couleurs du Barça. Donc on voit comment l'icône architecturale devient l'icône du foot. C'est assez intéressant de voir comment un bâtiment peut devenir aussi extrêmement populaire grâce à la lumière. D'une manière plus sobre, Dominique Perrault a fait ce magnifique travail au cœur de l'université Ewha, université féminine à Séoul, et où avec un grand canyon, et le canyon la nuit évidemment s'éclaire, et là il y a aussi tout un travail justement sur la répétition d'un élément. Nous allons parler de ça. Autre ambiance froide mais tout à fait intéressante à Leipzig, sur une station de métro faite par Max Dudler, où là qui réanime la question de la brique de verre, qui devient un dispositif à très grande échelle sur l'espace public. Et pour finir, parce que je voulais absolument être très rapide et avant de leur passer la parole, cette installation de Dan Flavin, j'y reviens, parce que quand même Dan Flavin, c'est quand même l'artiste de la question, qui, pour cette installation en 73, eh bien, va utiliser des tubes, j'allais dire, qui viennent tout simplement du commerce. J'allais dire que là, il y a donc un détournement tout simple pour faire une installation extrêmement artistique. Voilà, j'ai posé juste les jalons de ce qui va être nos rendez-vous lumière, et qui vont faire que tous les 3 mois, on se retrouvera sur ces questions. Ce soir, nous allons parler de comment, à partir d'éléments industriels, les architectes les détournent pour arriver justement à créer des projets. Et je vais passer tout de suite la parole à Francis Soler, à ma gauche, qui a réalisé récemment une œuvre très importante au cœur du plateau de Saclay. Je veux parler de l'unité de la R&D, donc la recherche et le développement d'EDF sur ce site, qui est au cœur de la géométrie d'un grand paysagiste, Michel Desvignes. Eh bien, une autre géométrie plus circulaire s'est installée, et après, la lumière. Car on est bien d'accord que l'architecture, c'est la lumière. J'ai oublié de poser ce préalable. Mais là, on parle de la lumière artificielle, c'est-à-dire que quand la lumière artificielle prend le relais de la lumière naturelle. Francis. On va envoyer d'abord un film. Juste une seconde avant, je voudrais faire un préalable, parce que tout ce qu'on a vu, c'est vachement bien. C'est comme toujours ce que fait Francis, bon, des beaux exemples des sujets abordés. Ce qu'on a vu, c'est surtout, on va dire, de la lumière spectaculaire, d'illumination de bâtiments. Nous, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est de faire de la lumière domestique, c'est-à-dire à partir de produits industriels ou les réinventer. Et dans le bâtiment de Saclay, par exemple, qui est un bâtiment de recherche et développement pour EDF, qu'on a fait sur le plateau, c'est plutôt une lumière dite de proximité. C'est-à-dire, c'est comment mettre de la lumière dans du domestique, dans des bureaux, dans des salles, des choses qui sont moins spectaculaires. Le bâtiment n'est éclairé que partiellement la nuit, puisque tu as cité Michel Desvignes, mais on a fait ça aussi avec Pascal Cribier, et Pascal souhaitait que dans le rapport entre le bâtiment et le jardin, comme il disait souvent, il ne voulait pas que la lumière vienne empêcher les tritons de forniquer en paix la nuit, sur le plateau de Saclay. Hommage à Pascal. On peut lancer le film, il dure 3 minutes. Vous verrez que d'abord la lumière est une lumière
naturelle, puisque considérée comme la matière première de l'architecture, puis ensuite on parlera de lumière électrique. Ne pas vous priver d'une très belle musique qui a été faite par Henri Tournier à la flûte octobasse. Ce film a d'abord été réalisé par Jean-Pierre Porcher avec au drone Rodolphe Jobard, un ancien chercheur d'EDF, et une musique d'Henri Tournier qui a été faite spécialement pour le film. Voilà, je salue l'équipe qui est là, qui est sous la direction de Jean-Pierre Lamache, ici, qui a réalisé avec moi ce grand projet. Alors, vous l'aurez compris, donc c'est d'abord, on travaille sur la lumière naturelle, bien évidemment, mais il faut bien aussi... c'est quoi que tu me fais là? Donc, bien évidemment, on a également travaillé sur la lumière dite électrique, et on s'est intéressé, dans un premier temps... C'est ici, là? Non, ça ne marche pas. Problème technique. Bon, enfin, bref, tout ça pour dire que si la lumière naturelle est la matière première d'architecture, la lumière électrique doit l'accompagner, enfin, électrique au sens industriel du terme, doit l'accompagner au plus près possible, mais appartenir à un projet de manière spécifique. Donc, tout ce travail que nous avons mené pendant presque 2 ou 3 ans a été fait avec l'atelier 8-18, donc c'est Georges Berne qui dirige cet atelier de concepteurs lumière, Rémi Simavidella et Tristan Bullier. Voilà, donc je crois que c'est bon, tout ça pour montrer effectivement qu'on a des moments où
la lumière est capturée un peu comme dans le palais de Carlos V à Granada, en Espagne, à l'Alhambra. On a travaillé donc, comme je le disais, avec 8-18, et vous voyez sur la droite, sur l'axe majeur des 4 bâtiments. Le grand bâtiment étant le bâtiment des chercheurs au sens propre du terme, le bâtiment le plus à droite étant celui qui est réservé à la halle d'essai, c'est-à-dire à la fabrication de toute la recherche qui est faite dans le grand cylindre. Dans la partie centrale, au centre, on voit ce qu'on appelle la partie d'accueil, et à gauche, la partie plutôt réservée à la restauration. Donc on a travaillé à la fois sur un axe majeur qui traverse tout le bâtiment pour donner des repères à cette espèce de géométrie souvent un peu complexe qu'est la géométrie circulaire, et puis quelques travaux sur ce qu'on appelle les bordures. Donc dans un premier temps, les extérieurs, on a travaillé à la fois avec des éléments de sa mode qu'on a pu positionner sous les sous-faces des bâtiments qui sont quasiment tous en porte-à-faux pour permettre des promenades de jour comme de nuit. On les voit. Et c'est des mode tout à fait traditionnels. Les mâts sont faits par la société Comatelec. Ce sont des cylindres avec des LED. Le gros du projet se passe donc dans la partie qu'on appelle Pi, c'est-à-dire où on a presque 6000 pièces qui ont été faites par la société donc Régent et qui se situent donc dans toutes les branches du grand bâtiment qui est réservé aux chercheurs et aux études. On a la base qui nous avait été donnée à l'origine par EDF, c'était de produire à peu près 300 lux par bureau et d'avoir en gros un système avec une uniformité de 0,6. Et l'objectif, puisque EDF se veut toujours vertueux et dit qu'il ne faut consommer bien évidemment le moins d'énergie possible, donc vous avez fixé comme objectif dès le concours une énergie de 5 watts au mètre carré, ce qui était quasiment à l'époque pour nous impossible à tenir. Donc on avait proposé de répondre à 6, ce qu'ils ont accepté dans un premier temps. Et après 2 ou 3 ans de travail dans la fabrication du produit industriel qu'on a fabriqué donc avec Rémi et avec les gens de Régent, on s'est aperçu qu'on pouvait descendre finalement autour de 5. On a même des espaces ou des endroits où on est à 4,8 watts par mètre carré. C'est-à-dire qu'on est en dessous même de la norme, enfin de l'objectif que EDF nous avait fixé. Sachant qu'au global, on est à 7 watts par mètre carré, parce qu'on a beaucoup d'espaces qui sont équipés également de ces éléments industriels, bien qu'ils aient des hauteurs de plus de 7 ou 8 mètres de hauteur sous plafond. Donc on le voit essentiellement positionné donc, sur les grands espaces libres, et on le voit à côté des baffles acoustiques dans les bureaux. On a des dalles brutes en béton et on pose tout simplement des luminaires à côté de baffles acoustiques puisqu'on n'a pas de faux plafond. Les luminaires donc, ont été donc, retravaillés très longtemps. On était parti au début sur des LED et puis on s'est aperçu que finalement ce n'était pas une bonne solution et on est revenu à de la fluorescence. Et la fluorescence a l'intérêt, c'est que le tube qu'on a ici à l'intérieur permet d'éclairer sur 360 degrés avec un luminaire qui a été conçu et fabriqué donc, par Régent de manière très transparente, ce qui permet d'avoir un rayonnement à peu près à 360 degrés alors que les LED n'offrent qu'un rayonnement de 120 degrés. Donc on obtient une lumière extrêmement efficace puisqu'on a 98% de fonctionnement de la production et de l'efficacité de la lumière dans ce luminaire. On en a posé quelques 6000 sur l'ensemble du bâtiment. Ils sont soit encastrés, soit suspendus, soit semi-encastrés. On les voit, ils sont positionnés, le bâtiment étant considéré comme un bâtiment flexible, c'est un travail qui m'obsède depuis des années. Donc tout est construit avec des espaces sans murs, comme je le dis, avec des noyaux centraux. Et ensuite, de manière rayonnante, on balance des poteaux, des poutres, et on ouvre complètement l'espace. Ensuite, on vient poser les luminaires, et suivant les espaces qu'ils rencontrent, on y met des cloisons ou pas. Ce qu'on voyait déjà dans l'image précédente, dans cette image. Le deuxième aspect, on a dessiné, alors bon, on avait des espaces centraux sur les 2 bâtiments d'accueil et le bâtiment de recherche, qu'on voit ici, là, dans les parties noires qui sont dessinées. On avait besoin d'éclairer de manière zénitale ces espaces pour qu'ils fonctionnent à la lumière naturelle. Et comme c'était des trous qui étaient ronds, ces éléments sont paradoxalement suspendus par une poutre au poisson qu'on a dessinée avec Nicolas Green,
et on vient tenir les trous en fait. Et par l'intermédiaire de poutres croisées qui nous permet de libérer finalement la suspente qui se prolonge par des luminaires qu'on a dessinés spécialement et qui ont été fabriqués par la société Séquente, qui font 2 mètres de diamètre et qui sont eux par contre constitués de LED qui sont sur l'intérieur du cercle ou sur l'extérieur du cercle. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'orientation de lumière ni vers le plafond ni vers le sol. Ces éléments-là se retrouvent dans les 2 espaces majeurs de rencontre que sont le hall de ce qu'on appelle de pi et le hall de psi. On les voit ici, donc on voit tout à l'heure vous avez vu passer le drone dans le film qui passait au-dessus, donc ils sont suspendus et amènent, en plus de la lumière naturelle, il y a un dosage comme ça avec la lumière électrique et les éléments se compensent dans les fils de la journée. Ce qui fait que parfois, quand on éclaire les deux, on a des espaces assez bizarres comme on le voit à droite. Donc c'est des éléments qui ont été vraiment en raccord avec le dessin de l'architecture. Ceux-là ont été vraiment dessinés par l'agence, par moi, entre autres, et puis ensuite ont été vraiment mis au point par Rémi et Georges Berne. On voit donc l'idée étant de prolonger cette espèce de percement circulaire jusqu'à l'intérieur des halls. Ça a inspiré Jean-Pierre Porcher, qui fait aussi son travail de photographe et qui a lui-même fait une exposition sur ces luminaires. Le 3e et dernier point qu'on va aborder, c'est les espaces plus collectifs de la salle de l'amphithéâtre, qui est une salle de 500 places. Et dans le hall, également, on a travaillé sur certains luminaires. Donc on le voit, dans le hall, on a repris une espèce de roue qui suspend des luminaires qui font 4 mètres de haut. Ça, c'est le foyer de l'auditorium, donc c'est là où les gens se recueillent, comme ici, juste avant ou après une conférence. Ce sont tout simplement des systèmes suspendus qui sont faits en acier et avec des LED qui reprennent un système hélicoïdal que Georges Berne a dessiné lui-même. On les voit, c'est des éléments qui ont été mis au point, puis ensuite aussi refabriqués en LED, parce qu'au début on était avec un système de néon également, on avait commencé avec du fluo pas du fluo, du néon, et ça a été remis en question par la société Séquente qui a proposé une solution encore plus performante en LED, ce qui veut dire que le travail en fait de la conception des architectes et des concepteurs en lumière n'est jamais fini tant qu'on n'a pas rencontré les industriels. Et ça c'est très important de le dire, parce que souvent on a l'impression que tout est dessiné avant et rien n'est fabriqué en cours de chantier. L'intelligence de l'industriel ou de l'entrepreneur est toujours à mettre au service du projet. Enfin, dernier élément qui moi m'a beaucoup amusé, c'est un système donc on appelait ça des battes de baseball, on appelait ça des spermatozoïdes, on appelait ça des tas de trucs qui sont en fait des éléments qui sortent des arches acoustiques de la salle de l'auditorium et qui sont soit enfouis de 30 cm, on le voit dans la photo d'après, soit de 50 cm ou qui sortent d'1 mètre. En fait, c'est le même appareil qui a été fabriqué par un système de ce qu'on appelle du rotomoulage, c'est-à-dire qu'on on fabrique un moule unique qu'on met on verse du plastique en poudre ou en liquide dans un moule, on le met en rotation et la forme se fabrique d'elle-même. Donc c'est du polycarbonate, donc transparent qui s'installe. Voilà. Et l'idée étant tout simplement qu'on ait un système changeable, comme on dit, avec variation possible, mais c'est surtout que cette forme qu'on m'a reproché d'être, gentiment, un peu agressive, permettait de dire que comme ça, au moins, on ne s'endormait pas pendant les conférences. Il y avait un côté un petit peu agressif dans les lumières, un petit peu comme la peau d'un hérisson retourné, et qui permettait aux chercheurs de ne pas trop s'endormir pendant qu'on leur parlait d'éclairage ou de science. Voilà ce que ça donne en partie du dessous. C'est un élément qu'on a complètement dessiné et mis au point aussi par la société Séquente. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire que c'est l'inspiration qui... je ne sais pas s'il y en a une autre, oui, celle-là, c'est la dernière. C'est entre la lumière et la lumière naturelle. On essaie de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne ensemble, et c'est difficile. Mais intéressant. Jean-Marc ? Jean-Marc Ibos. Merci. Alors
peut-être en préambule, avant de vous montrer 3 projets, avec des techniques qui sont sûrement moins élaborées que celles de Francis, je voulais revenir sur 1 ou 2 éléments. Vous avez compris que la lumière, c'est pas uniquement une question technique et qu'elle dépasse l'objet. Et les images de Francis le montrent. Et sur ce que disait l'autre Francis en préambule, puisque tu parlais d'Anne Flavine, donc qui a inspiré beaucoup d'architectes, évidemment, depuis qu'il avait commencé son travail dans les années 60, son travail in situ, donc de mise en lumière, et c'est un des pionniers de ceux qui ont montré que par la lumière, on pouvait transformer un espace, un lieu. Et je pense que ça a fait beaucoup d'émules, même au sein des artistes, puisque si on prend des artistes français, on pense à François Morel ou Claude Lévesque dans les années 80, qui est un très très grand artiste français, qui a aussi travaillé sur toutes ces questions de mise en lumière et de transformation de l'espace. Alors, pour nous, la lumière est devenue intéressante dans la mesure où elle est signifiante et qu'elle est porteuse de sens. C'est-à-dire que, comme le dit Francis, on travaille avec la lumière naturelle, qui est notre premier matériau d'architecte, mais on conçoit aussi les projets de façon, je dirais, simultanée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la lumière naturelle de la lumière artificielle. Et quand on essaye de mettre au point un projet, il y a une simultanéité de questionnement par rapport à ces deux intentions. Alors ici, on est à Lille, et la lumière, pour nous, ça a été une question importante dans la mesure où c'est un musée. Vous connaissez, je pense, ce projet, le Palais des Beaux-Arts de Lille, donc qui est une rénovation extension avec des collections classiques, essentiellement de peintures du XVIIe et du XVIIIe, et puis des objets d'art et une section du Moyen-Âge. Une des questions dans laquelle la lumière est rentrée complètement dans le sens du projet, c'est le fait qu'il s'agissait de gérer la question de l'échelle. On était dans une situation... Alors je fais quoi? Je fais ça. Voilà. On était dans une situation d'un palais classique, j'allais dire, construit à la fin du XIXe siècle, avec un luxe d'espace qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, des pièces qui font 7 mètres de hauteur moyenne, une extension, et faire en sorte que par à la fois l'architecture et donc la lumière, puisqu'elle en fait partie, on trouve une correspondance, une résonance entre l'existant et le contemporain, l'apport du neuf sur le musée d'origine. Alors, il y a des questions qui se sont posées, donc d'échelle, et on a traité ces questions d'échelle par plusieurs moyens, je dirais, qui sont soit la miniaturisation. Alors ici, par exemple, dans le bâtiment qu'on appelle le bâtiment Lame, qui fait face au palais d'origine, on voit comment on peut intégrer à l'époque, parce qu'il faut se reporter à il y a environ 25 ans, la conception de ce bâtiment date d'environ 25 ans. On est, je pense, un des premiers bâtiments qui, avec les premières salles du Louvre, qui vont utiliser la fibre optique. Et on va éclairer l'ensemble de ce bâtiment neuf entièrement de fibre optique. Donc on voit l'échelle des points de fibre, et ça donne ça. Donc une façon de mettre en scène et de dématérialiser complètement l'architecture, c'est-à-dire que aussi bien par la lumière naturelle, la lumière du jour, on ne lit pas la structure parce que la structure est en inox, poli, etc. La lumière naturelle continue et explicite finalement le même phénomène, met en scène le même phénomène, c'est-à-dire cette idée de la disparition du squelette pour ne laisser voir que la profondeur et le reflet de l'ancien dans le neuf.
Alors la lumière, elle est aussi traitée par le fait que, et j'ai été surpris en voyant les images, parce qu'effectivement on les regarde pas tout le temps, c'est qu'il n'apparaît aucune source visible dans ce projet. Donc il y a à la fois la miniaturisation, il y a à la fois la disparition, que ce soit dans les salles de peinture, dans l'atrium, ou dans les salles particulières du sous-sol où sont abritées les collections du Moyen-Âge. Les sources sont quasiment absentes. Ou alors pour les collections de faïences céramiques dans des vitrines mobiles qui se lèvent, on a un système là aussi de fibre optique qui se marie avec la possibilité de changer le dispositif de mise en scène des œuvres qui sont présentées. Ou alors, dans un cas particulier comme l'entrée, on a une hypertrophie de la lumière, c'est-à-dire à travers deux énormes lustres dessinés par l'artiste Gaetano Pesce, on a mis en scène donc le hall, l'entrée du musée, à travers ces deux énormes lustres de verre qui jouent le contrepoint de la voûte étoilée, toutes ces fibres optiques, il y en a 4500 ou à peu près, des petits trous de 2 cm et demi qui ont été percés dans les voûtes en pierre, qui permettent de régler cette question de l'échelle dans le musée. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que quand on a 7 ou 8 mètres sous plafond, une échelle intermédiaire, ce qu'on appellerait aujourd'hui communément l'échelle humaine, l'échelle de l'homme, ne peut pas fonctionner dans un lieu de cette nature. C'est-à-dire qu'il faut être soit surdimensionné, soit d'une autre nature. Donc là, c'est un mixte des deux qui permet de comprendre l'architecture du lieu et l'architecture de ce hall. Projet suivant que je voulais vous montrer, ça n'a pas du tout c'est tout autre chose. C'est un bâtiment d'archives à Rennes. Alors, un bâtiment d'archives, c'est quoi aujourd'hui? C'est un bâtiment qui parle du temps. Et donc, on a essayé de faire en sorte que la lumière aussi parle du temps. C'est-à-dire que un bâtiment d'archives, c'est constitué de documents. C'est un stockage. Donc, le stockage commence par le document. Le document, on le met dans des boîtes. Les boîtes, on les met sur des tablettes. Les tablettes, on les met dans des épis. Sur des épis, et puis les épis, ils sont enfermés dans des cellules. Et donc on a disposé comme ça, sur la longueur du terrain, environ 140 mètres de long, et sur la hauteur qui était disponible, une vingtaine de mètres, toutes les boîtes, toutes les cellules dans lesquelles sont contenues les boîtes d'archives. Et puis, cette idée du temps, c'était quelque chose qui était une notion programmatique, c'est-à-dire qu'il nous était demandé de faire un bâtiment pour une vingtaine d'années, 60 km d'archives, et de prévoir un avenir, une vingtaine de kilomètres de RAB. Donc on a intégré ce RAB dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a créé des absences, un certain nombre de trous, qui vont se remplir au fur et à mesure. Et ces trous sont fermés par un matériau, disons, plutôt léger, qui est un matériau plastique translucide, qui vient en contraste avec la massivité du bâtiment archive lui-même, et ça donne ça la nuit, c'est-à-dire qu'on éclaire ces trous, et l'idée c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, quand les cellules vides seront remplies par le temps, eh ben, la lumière disparaîtra. Donc la mémoire, d'une certaine manière, sera effacée du paysage, mais sera contenue dans le bâtiment, et on ira dans le bâtiment pour retrouver cette mémoire. Donc voilà un peu le dispositif. Alors c'est des dispositifs très simples, hein. C'est un habillage en bardage de plastique pour les trous, et à l'intérieur une série de fluos qui permettent, par le fait que mur, sol, plafond sont traités suivant différentes teintes, alors là, rose, bleu ou vert, en fonction des différents trous, on a cette ambiance colorée et cette image de luciole comme ça dans le paysage qui évoque le temps lié à la fonction du bâtiment. Enfin, pour terminer, je voudrais juste dire quelques mots sur un bâtiment qu'on a construit en 2008, qui est à Strasbourg.
où là, l'idée, c'est que la lumière évoque ce qui est finalement le paysage, la nature du lieu. C'est-à-dire que c'est un paysage fluvial et tout ici se plie, si je puis dire, à ce qu'est le cours d'eau. C'est-à-dire aussi bien les berges linéaires, aussi bien les alignements d'arbres en arrière-plan, aussi bien les différents entrepôts qui sont alignés les uns derrière les autres. Le premier qu'on reconvertit en bibliothèque, le deuxième qui est une tour qui va devenir sûrement un hôtel, le troisième qui a été transformé en logement, mais on voit qu'il y a une logique de paysage, une logique d'alignement, une logique de profondeur. Donc le bâtiment concret, qui est une médiathèque, qui est la plus grande médiathèque de l'Est de la France, qui a été, par rapport au bâtiment d'origine, doublé dans sa surface. À la fois, on a extrudé le bâtiment vers le haut et on l'a étiré dans sa longueur, va jouer de ça, va s'inscrire dans cette logique de paysage. Et la lumière vient aussi s'inscrire dans cette logique du lieu. Alors, elle s'inscrit comment, la lumière, dans la logique du lieu? Elle s'inscrit par le fait que on va mettre en scène les réseaux. On va mettre en scène les réseaux pour une simple et unique raison, c'est que à l'origine, c'est un bâtiment de stockage, donc c'est un bâtiment qui est entièrement fermé, qui est noir. Donc nous, on fait en sorte, par le fait de rouvrir les façades, de faire pénétrer la lumière. Et comme c'est un bâtiment de stockage, c'est pas un bâtiment qui a des grandes hauteurs sous plafond, etc. Et donc on est dans une logique industrielle et on va faire en sorte que les réseaux permettent, en gardant cette logique industrielle, de préserver un minimum de hauteur dans les espaces qui sont dévolus à la consultation. Alors ici, on voit l'utilisation d'un certain nombre de produits, entre autres les produits Samod. Et on voit comment la lumière s'inscrit dans la linéarité. Donc ce sont des grands plateaux libres. La structure, au même titre que les fluides, s'inscrit donc dans cette logique de profondeur, de répétitivité, de mise en abîme d'un dispositif qui est basé sur, effectivement, ici, la répétition. Alors, on a quelques espaces surdimensionnés pour échapper, j'allais dire, à la platitude de chaque niveau, du peu de hauteur qui était disponible, ce qui permet de faire rentrer la lumière naturelle en parallèle. Alors il y a aussi des dispositifs qui mettent en scène la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, c'est le miroir. Donc le miroir, évidemment, qui renvoie à l'eau qui est de part et d'autre du môle, qui abrite ses entrepôts reconvertis, ou celui-là en tout cas, le premier. Et puis les sols aussi, les matières, qui rentrent en résonance avec la lumière naturelle et la lumière artificielle. Voilà. Vincent Parera. Donc je pense qu'on va changer d'échelle, de lieu, de situation, et c'est ça l'architecture, c'est la spécificité. Je suis le plus jeune, alors je vais montrer des projets un peu un peu incertains. Alors on en a parlé tout à l'heure sur un petit peu qu'est-ce que la lumière pour nous tous, et en fait pour moi la lumière, c'est, je pense que pour l'ensemble de nos amis autour de ces petites tables, c'est l'art. Alors l'architecture, c'est ça de ce qu'il y a de magique, c'est que on va chercher dans ce que l'on a appris, de ce que l'on nous donne, et puis de la liberté ou de la naïveté de notre formation, quelle qu'elle soit. Et moi, là-dessus, j'ai découvert un peu tardivement tous les artistes qui travaillaient autour de la lumière, dont certains, en l'occurrence Claude Lévesque, qui m'a énormément marqué, mais à double sens, c'est-à-dire dans ce type d'installation qui est revenu après dans mon métier, puisque le néon, par rapport aux projets sur lesquels j'ai pu travailler, comme les centres commerciaux, m'a radicalement frappé, et puis sur les mots. Et tout ça, pour moi, c'était très intéressant. Alors là, je vous ouvre un petit peu ma petite boîte de Pandore, ou ma collection d'images qui
qui me parle, qui m'évoque pour moi beaucoup la lumière, et puis un regard, un sentiment, le trouble, la netteté, le flou. Et tout ça, évidemment, c'est lié à beaucoup d'artistes, ou parfois quelques inconnus. Enfin, il y a plus d'artistes que d'inconnus ici. Mais ça va très loin, ça va des peintures flamandes du XVIe jusqu'à quelques photographes plus reconnus. Ça va de Agatha, Tournebeuf, évidemment James Turrell, et puis plein d'autres. Et pour moi, sur ce premier constat qui était la lumière, c'est comment appliquer, ou du moins comment révéler un certain nombre de projets qui sont parfois assez déstabilisants. Donc ici, pas de musée, pas de centre de recherche. On parle d'un centre commercial qui est installé à côté d'Angers, à une quinzaine de kilomètres d'Angers, qui s'appelle l'Atoll. Et la commande était simple, il fallait planter dans un champ libre 100 000 m² de plancher pour constituer ce commerce de périphérie tant décrié. Et puis pour nous, c'était un véritable exercice parce que excitant, évidemment, puis surtout savoir comment on pouvait présenter un bâtiment aussi énorme, hors propos pour moi, 100 000 m², c'était inconsidérable, mais cependant il fallait bien le gérer, puisque évidemment derrière cette enveloppe, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont une nécessité de, entre guillemets, consommer, mais aussi de se promener, etc. Et comment, par une réflexion sur ce bâtiment, on pouvait, nous, apporter de la lumière, ou du moins un certain apaisement par rapport à ce paysage. Donc notre première réflexion a été de définir une forme qui engloberait l'ensemble des commerces, l'ensemble de la technique, l'ensemble des circulations diverses et variées qui sont les gens qui viennent dans le centre commercial et qui passent par ce grand porche comme ça, cette lèvre qui se soulève, et de constituer une sorte de bâtiment, c'est une forme elliptique pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, qui fait 1,5 km de circonférence, ça fait 12 mètres de haut, donc ça rapporte une échelle qui est celle du pavillonnaire. Ça paraît abscon, mais 12 mètres, c'est souvent un niveau de fêtage, des pavillonnaires qui sont pas très loin. Et pour nous, c'était comment travailler avec une matière, et la lumière naturelle et la lumière artificielle, une forme plus proche du land art que de Las Vegas. Évidemment, il y a un petit peu un piège là-dessus, c'est qu'un centre commercial, il faut que ça se voit, il faut que ça se raconte, il faut que ça se parle, il faut que ça vomisse, il faut que ça fasse tout, comme les prostituées qu'on faisait plus, quoi. Et là-dessus, pour nous, le travail s'est fait sur la peau, en fait, sur le traitement de cette vêture qui devait englober, puisque le cahier des charges aussi est assez simple, c'était tôle perforée ou tôle tout court. Donc le travail pour nous, au sein de l'agence, ça a été de dessiner un motif qui à aucun moment n'est interrompu, je dirais du sol jusqu'au plafond. Et dans ce motif, on pouvait avoir des transparences, puisque derrière, on venait poser des simples volumes qui correspondaient au bâtiment commercial, mais on avait cette capacité d'avoir un travail de mise à distance de cette enveloppe par rapport au bâtiment, voire même de cette enveloppe qui venait couvrir des espaces de circulation, comme on le voit un petit peu là dans ces images et ces photos abstraites, pour traverser et rentrer dans ce phénomène qu'est ce retail park gigantesque. Et donc, travail simple, entre guillemets, c'est prendre une matière, lui donner un motif, et savoir comment, dans la journée, ça peut révéler, je peux me permettre, une certaine émotion, quelque chose qui va chercher au-delà d'acheter des chaussettes à 2 € qui sont parfois pour certaines familles nécessaires. On achète en grand nombre ou en petit nombre, mais aussi profiter d'une promenade, si on peut le dire d'une manière assez vulgaire, en tout cas d'apporter du beau là où d'habitude on n'apporte que de la merde, de l'incandescence, du manque de respect pour un certain nombre de gens. Et je me disais qu'il était là essentiel. On répond encore une fois à un programme, c'est un concours qui avait été lancé en 2008, et on répond de cette manière-là. Là-dessus, évidemment, on travaille avec
le client, notre maître d'ouvrage, qui a aussi une nécessité de pas uniquement que ça se voit ou que ça se perde dans le paysage. C'est pour ça que les premières photos pour nous étaient très intéressantes. C'était un paysage de brume et à la fois la brume c'est une mise en scène extraordinaire qui nous a beaucoup, en tout cas ému dans cette réflexion et de la recherche de matériaux. Donc là on est dans le cœur du centre commercial, dans ce mall intérieur qui fait 1 km, et le travail a été de retourner cette peau et de pouvoir venir l'éclairer avec un système très classique, parfois du Samod, parfois du fluo encore un peu moins cher, du type pack étanche, pour pouvoir avoir cette multiplicité et surtout cette garantie d'avoir cette petite soucoupe volante, cet effet très plastique qui permet de travailler la lumière artificielle et surtout la lumière naturelle. Donc là, sur la photo de gauche, on voit bien la grande vêture qui fait 12 mètres de haut, qui est légèrement galbée. On voit le ciel au travers, mais en fait, ça vient masquer l'ensemble de transport et de livraison de tous les commerces. C'est-à-dire que là, derrière, on a des 38 tonnes, des 20 tonnes qui passent le matin et la fin d'après-midi. Et donc, pour nous, il était important de pouvoir cibler leur entrée et puis de les faire disparaître. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ces choses-là pouvaient s'animer, se refléter derrière. Et pour nous, ça, c'était un travail intéressant. Puis après la nuit, il fallait là aussi trouver je dirais un sujet pour mettre en scène ce centre commercial qui, dans le cahier des charges que nous étions donnés en accord avec notre promoteur, c'était 0 enseigne. Ça, c'était un challenge assez costaud. Il n'y a qu'une seule enseigne, c'est le nom du bâtiment, pour marquer l'atoll bienvenue. Après, on a quelques éléments en dehors du bâtiment qui sont des grands totems qui indiquent un petit peu le nom des espaces qu'il y a à l'intérieur, mais le bâtiment était tellement important, était tellement détonnant dans son espace, dans son environnement. On est le long d'une nationale, autour de champs très libres et très bucoliques. C'était aussi, par sa forme et par sa taille, de présenter cet événement comme un lieu aussi reconnaissable. Et donc la nuit, là-dessus, une réflexion avait été portée, de pouvoir travailler avec des éclairages en LED, et suivant une programmation, soit de projeter un système de lumière qui pourrait imaginer que ce lieu c'est une sorte d'aréna à basket pas cher et chaussettes pas chères, mais pourquoi pas pour valoriser, alors pas au quotidien, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est aussi dans un environnement où des gens y habitent, mais ils sont un peu plus en retrait, mais c'est un bâtiment qui se lit aussi de loin et qui peut aussi révéler un événement particulier. Donc tout ça, il y a une programmation qui évolue au fil des mois, gérée par le centre lui-même. Donc là, c'est une façade, on peut dire ça comme ça, il y a 3 entrées qui permettent d'accéder à l'atoll. Et voilà le principe, c'est-à-dire qu'on essaye d'éclairer de manière un petit peu homogène, et si ça ne l'est pas, c'est pas si grave, on est comme une sorte d'avoir enlevé la peau d'un serpent et on voit un peu au travers ce qui s'y passe, sachant qu'on assume complètement ce qu'il y a au travers, mais par contre, on voulait impérativement le contrôler et d'offrir les façades commerciales uniquement à l'intérieur de cette ligne, de cette ellipse, un effet un petit peu narcissique, certes, un peu comme le miroir, c'est-à-dire qu'on se regarde, on se voit, mais là-dedans, c'était assez clair pour tout le monde. Voilà ce que ça donne un petit peu dans le paysage qui reste assez incroyable. Donc là, on revient pour moi en tout cas, à ces images de la photographie. Et puis de plein jour, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est une ligne qui, suivant le soleil, peut reprendre soit la luminosité du ciel, ce qu'on voit un petit peu sur la gauche, c'est pas des photos trafiquées, hein, ça pourrait l'être, mais ça l'est pas. Alors voilà, là je reviens à un autre petit projet qui n'a rien à voir, qui est un petit centre culturel dans une ville de 6000 habitants, à côté de Rouen, la ville de Gournay-en-Bray. Et l'objectif, c'était de construire une petite médiathèque, une petite salle de danse et une petite école de musique. Donc on est dans un contexte normand, donc maison à 2 pentes, ardoise, briques
pierre. Et donc nous, on a travaillé à l'inverse un petit peu de ce projet commercial qui est à la fois masqué, mais qui la nuit se révèle de quelque chose d'assez fort. Un projet, c'est l'entrée, mais un projet qui vient avec une certaine discrétion, même si ça ne semble pas là le premier mot qu'on pourrait afficher à cette photo. Donc on est dans un ancien site commercial, industriel, qui a fermé dans la ville avant notre intervention de 10 ans auparavant. Et donc cette grande friche libre, un concours est lancé, et l'objectif est de pouvoir s'afficher directement dans la rue avec cet espace culturel. Alors pour nous, l'intérêt était de se dire plutôt qu'il était intéressant de s'implanter au milieu du terrain et de pouvoir laisser libre cours à toute la poésie des héberges des époques passées. Et puis pour marquer un petit peu l'entrée de cet espace culturel qui s'appelle l'atelier, on a construit une petite cabane avec des produits industriels qui sont là, des feuilles de cuivre, et derrière ce que l'on voit, ce sont des laits de métal déployés en cuivre qu'on utilise dans l'industrie et rarement dans le bâtiment. Et en fait, on vient chapeauter un poste de transformation qui nous était imposé. Là-dessus, la lumière, pour nous, elle a été dans la matérialité. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce produit cuivré, métal déployé, pour jouer de cette intimité de transparence, et puis d'une autre matière un peu plus locale, qui est l'ardoise. Mais là, cette ardoise, elle est violine, c'est celle qu'on utilise dans les monuments historiques. Et on a fait 2 grands archétypes, 2 grandes longères, qu'on est venu quasiment fermer et ouvrir très 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 ponctuellement. Donc on a un bâtiment plutôt sombre de l'extérieur et très clair à l'intérieur, et le jeu de lumière pour nous il se définit là. C'est-à-dire là on rentre dans l'entrée, on a un seul éclairage qui est celui naturel de ce paysage qui nous est donné et qui nous est complètement offert, et on vient jouer de cette luminosité. Ici il fait très beau dans cette image là, mais d'un seul coup la matière révèle une certaine lumière, et puis pour nous là-dessus on n'a besoin de rien d'autre. On se dit que le soir tombant on mettra 2 ou 3 lumières dans ce jardin qui à la fois on avait très peu de moyens pour faire plus, mais on se disait que cette lumière un peu sombre, peu éclairée, c'était aussi ça l'environnement de cette région, de certains villages, c'est qu'on a des bâtiments qui offre un certain imaginaire, et nous, c'est cet imaginaire-là qui nous intéressait. Par contre, à l'intérieur, on est dans cet ensemble de grandes longères, un peu cathédrale, et on a reconstitué des petits volumes qui viennent... Alors ici, on est dans l'école de musique. Chaque volume est la salle de piano, le solfège, avec différents instruments, l'orchestre, le violon. Et on est dans un espace complètement immaculé de blanc, donc on a quelques réglettes fluo qui viennent ponctuer, et on a surtout des éclairages qui viennent des toitures par des simples lanterneaux, et qui, ici, tout est vraiment blanc, le sol est un gris très clair, le blanc n'avait pas été accepté par notre client, mais en fait le jeu des ombres là-dessus nous intéressait, puisqu'on n'avait qu'une seule chose à faire, c'est qu'avec la lumière naturelle ou artificielle, le blanc devenait gris, gris plus foncé, gris plus clair, et ça donnait une certaine ambiance qui, là-dessus, pour nous, était exactement ce que l'on recherchait. Alors là, on est dans la médiathèque. Je ne montre pas les très belles photos comme toi, Jean-Marc, parce que je te cacherai le mobilier immondissime qui a été choisi pour cette petite médiathèque. Mais voilà l'espace qu'on a souhaité aussi donner. De cette longère, on a plissé quelques faux plafonds pour travailler la ventilation de ces espaces qui étaient nécessaires, un éclairage très ponctuel, vertical, et puis très classique, et puis quelques autres éclairages de toiture qui donnent à ce lieu une atmosphère un peu particulière. Voilà, le soir, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est dans la salle de danse et on voit un peu ce qui se passe de l'intérieur à l'extérieur. Et puis, encore une fois, l'éclairage ici, il est assez banal. On travaille avec de la réglette, on la pose à certains endroits et on laisse parler le bâtiment avec ce qu'il offre, c'est-à-dire sa peau et puis l'éclairage de l'intérieur. Et on ne va pas plus loin dans son expressivité.
un petit peu à l'inverse de l'autre projet. Voilà, ça c'est le soir, on n'avait pas le droit de poser une enseigne sur rue, on devait la décaler, et on a déporté, on a mis au moins un système à caisson avec des LED pour marquer un petit peu l'enseigne, et ça qui valorisait et qui marquait le lieu de ce centre culturel. Puis juste une image d'un dernier projet, donc là c'est Andrzej Górski qui a fait cette photo dans un centre de recherche de particules. Ils sont en réparation, on voit l'échelle des petits personnages, mais cette photo pour nous elle est assez exceptionnelle. Et ça c'est un travail que l'on fait pour la Cité de l'Architecture, c'est un restaurant qui va se trouver au 4e étage dans la suite Carlu, l'ancien appartement de Carlu, qui va se transformer en restaurant. Et ça c'est l'image qu'on a voulu apporter, c'est-à-dire que il fallait préserver au maximum le contenu qui sont les garde-corps, le dessin de cette volumétrie, et je dirais presque l'unique intervention qu'on souhaite faire ici, c'est un luminaire géant déterminé par des petits tubes avec une LED en dessous et qui se déforme et qui vient apporter, guider les gens dans les espaces qui leur sont dédiés, soit pour être dans un petit espace de salon, soit pour être dans la zone de restauration. Voilà. Merci. Merci Vincent. Je vois que le public soit conscient que c'est une avant-première. Cette image n'a jamais été montrée à personne. Tant pis pour vous. Donc, merci de l'avoir réservé pour les rendez-vous lumière, parce qu'on est exactement dans cette actualité d'un projet qui nous est cher, en effet. C'est notre futur restaurant, ici, avec une vue incroyable sur la Tour Eiffel, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est le paysage intérieur que tu crées que nous avons trouvé spécialement intéressant. Alors, on doit un peu parler ensemble, là, maintenant que vous avez, si tu veux te rapprocher de tes camarades. Je voudrais revenir sur un point. Francis Soler a dit à quel point le dessin, le design, la conception, c'était évidemment très important, mais en fait, que tant qu'il n'y avait pas eu la rencontre avec l'industriel, eh bien, tout ça, c'était, j'allais dire, du papier. Peut-être un rêve, peut-être un souhait, une volonté, mais que l'épreuve du réel, elle était là, dans cette rencontre. Est-ce que justement là, je vais commencer par toi Jean-Marc, est-ce que dans tous les projets, quels qu'ils soient, indépendamment de ceux qu'on a vus là, il y a eu de l'expérimentation possible? Je rappelle que Jean-Marc Ibaud, c'est le co-auteur des logements de Nemosus, donc qui là aussi, dans ses transferts industriels, d'aller chercher dans un autre vocabulaire des choses. Est-ce que l'éclairage était une des questions que vous vous posiez à l'époque? C'est vrai que la question du détournement, on a tenté de l'utiliser relativement souvent pour pallier au manque d'argent. C'est-à-dire que, surtout à l'époque à laquelle tu fais référence, on construisait vraiment avec 3 francs 6 sous. Et notamment pour Nemosus, c'est vrai qu'on a fait cet éclairage rougeoyant qu'on a vu un peu partout sur les images, à partir de l'utilisation de sources d'aviation, qu'on utilise dans l'aviation, c'est-à-dire des balises de bord de piste qu'on a pris et qu'on a planté sur la façade. Mais c'était plus parce que ça nous permettait d'avoir une dimension un peu artistique sur le bâtiment et de donner une lumière un peu plus signifiante que la banalité des hublots qu'on retrouve sur tous les logements. On a fait ça parce qu'on n'avait vraiment pas d'argent disponible pour faire plus. Donc le détournement dans ce cas-là est un moyen de mettre en scène en allant chercher ailleurs. On a essayé de le faire aussi dans d'autres lieux où par exemple de cette époque le centre culturel de Saint-Herblain aussi, le hall est éclairé par des balises de piste, c'est-à-dire des espèces de plots qui sont sur le tarmac, sur lesquels les avions peuvent rouler.
et on les a collés au plafond, et ça crée ce côté un peu tunnel autoroutier, un peu dur, de sodium haute pression, orange, tels qu'on les aime, en tout cas qu'on les aimait dans les années 80, parce que ça c'est aussi une esthétique qui était liée à cette époque-là. C'est-à-dire que quand on parle de Claude Lévesque ou d'artistes comme ça, Claude Lévesque est apparu dans les années fin des années 70, début des années 80, et il était dans la mouvance de ce qu'on pourrait appeler l'avant-garde de la scène artistique française à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un renouvellement. Paris est devenu la capitale de la nuit, on se souvient des folles nuits du Palace, etc. Donc il y a eu une espèce de nouvelle esthétique qui s'est mise en place liée à la lumière. On est passé un peu des années... en France en tout cas, du bec de gaz d'un seul coup à autre chose qui était cette ambiance qu'on a retrouvée pendant une bonne dizaine d'années où Paris est devenu la capitale de la nuit. Donc voilà, on était un peu dans sûrement cette logique-là et cette esthétique-là. Donc on allait chercher des choses un peu ailleurs, un peu surprenantes pour pallier ce manque de budget qu'on pouvait avoir. Alors évidemment, aujourd'hui c'est un peu différent. On n'a pas forcément plus d'argent, mais je pense que on est tous plus réceptifs, c'est-à-dire aussi bien les architectes que les industriels, à cette question de la lumière et de la façon dont on peut mettre en scène les choses. Nous, on a eu l'occasion de travailler sur des projets, même que ce soit des musées ou des bâtiments publics, mais on n'a pas eu l'occasion de mettre en scène des objets très très sophistiqués, très particuliers. Alors on a travaillé avec des artistes, je montrais Strasbourg Lille tout à l'heure avec Gaetano. Bon, mais ça reste des objets surprenants, et c'est ça qui est finalement intéressant quand on relit un peu l'histoire. Ça reste des objets surprenants, mais fabriqués quand même avec des moyens assez peu sophistiqués. Oui, mais Gaetano Pesce, quand il fait ces deux globes là, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, un peu informels. Alors c'est une structure. C'est quand même une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, mais qui est fabriquée à la façon d'un Mario Merz ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est simplement une structure métallique soudée, j'allais dire basiquement, avec et dedans il met quelques gamelles qui bombardent et c'est tout. Simplement la peau. Ce côté multicolore a été travaillé sur des maquettes, notamment à l'époque avec les gens du CIRVA, où on travaille avec des chutes de verre déformées, etc. Et tout ça, tous les morceaux de verre sont par exemple accrochés avec des fils de fer. Donc ça se voit pas. Il n'y a pas d'attache sophistiquée. Donc on est quand même dans une économie de moyens. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire, alors moi je prône pas le fait qu'il faut pas qu'il y ait d'argent, loin de ça, loin de moi cette pensée. Je préférerais avoir un peu plus d'argent sur les projets. Alors je veux dire, on n'est pas du tout dans l'échelle, par exemple, du projet de Francis. Alors ça veut pas dire qu'il a eu énormément d'argent, mais il y a la possibilité d'avoir une économie d'échelle. Alors que sur des projets comme ceux qu'on montre, ton dernier projet, ton petit centre, ou même la bibliothèque, ce sont pas des projets qui sont des échelles suffisantes, à mon sens. En tout cas, on n'a pas réussi à le faire pour travailler sur des objets particuliers. Alors aujourd'hui, ça commence à être un peu moins vrai, mais il y a quelques années, ou qui plus est à l'époque d'un musée comme Lille, qui a été conçu il y a quand même 25 ans pratiquement maintenant, inauguré en 97-98, on n'avait pas cette souplesse-là. Francis, tu veux bien?
Il y a un micro par personne. Hein. C'est l'économie de moyens, je vois bien. Là encore, hein, vous êtes, on aime bien partager les choses. Bonne école. Oui. Est-ce que on a beaucoup insisté sur l'échelle et moi j'aurais parlé du dispositif, hein, parce que quand on est dans l'industriel, parce que là tu fais pas un musée. Quand tu fais de la recherche et développement, tu vas faire à des chercheurs de pointe sur des sujets qui touchent même à l'atome. Donc il y a avec le côté sécurité et autres. Est-ce que justement l'échelle du projet permet de développer un dispositif particulier? Parce que c'est bien ce qui est dit là, c'est que dans d'autres on s'adapte à une situation souvent de pénurie. Mais là, en ce qui concerne un projet comme ça, là, tu peux te permettre d'être plus stratégique. Est-ce que c'est... C'est vrai. Non, mais c'est vrai que l'échelle, Jean-Marc le disait très bien, je veux dire, c'est ce qui nous permet d'avoir pu faire dans ce bâtiment des éléments particuliers, on va dire, comme des prototypes, mais quand il y en a 6000 ou quand il y en a 600, suivant les modèles, on peut forcément développer à ce moment-là un prix intéressant. Parce qu'il y a la quantité, n'est-ce pas? On en parlait tout à l'heure avec le directeur de Régent. C'est par la quantité qu'on arrive effectivement à diminuer les prix. C'est évident, de toute façon, c'est là que ça se passe. Et on va même plus loin, puisqu'on fait des études par ailleurs sur le logement avec Jean-Marc et d'autres. On n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de faire des opérations de 25 logements, parce que l'expérience que nous menons aujourd'hui, par exemple à Auteuil, sur 400 logements, c'est un projet parallèle, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que par l'effet... Je rappelle, c'est 400 logements, 4 architectes, hein, oui. Francis Solaire, Finn Geipel, Rudy Ricciotti et Anne Demians. Donc on a réussi, parce qu'on a 400 logements en place, à pouvoir avoir une économie de logements sociaux qui ne ressemble pas à des logements sociaux. Parce qu'on a un effet de masse, un effet industriel, qui évidemment met en place une certaine économie de projet, qui fait qu'on peut descendre les prix. Là, il ne faut quand même pas exagérer, c'est un bâtiment qui, si on enlève tous les excédents dus au surplus que DF demande, on est à 2000 € du mètre carré. C'est-à-dire c'est le prix d'un bâtiment de bureau parisien. Mais c'est par seulement l'effet de masse qu'on peut se permettre aujourd'hui de ne pas mettre du Mazda. C'est tout. C'est parce qu'on a suffisamment une quantité importante qu'on peut effectivement, tu le disais, développer des produits spécifiques. Et évidemment, on peut toujours essayer de faire des économies. Si on écoute les maîtres d'ouvrage, ils nous disent non, prenez des éléments qui existent déjà dans le commerce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance. C'est le HQE, c'est le BREEAM, etc. C'est tout ce qu'on peut atteindre. Mais au-delà de ça, on peut travailler si on a des quantités. C'est évident que l'effet de masse permet d'évoluer. Et après, c'est qu'on décide de détourner de l'industriel ou de créer avec des industriels des éléments spécifiques. Ça, c'est l'histoire de chacun. Est-ce que justement avec les industriels dans ton parcours, même puisque tu avais étudié le centre de conférence en face, donc j'imagine que là encore c'était étudié, cette question de la lumière, est-ce que là justement il y avait de l'invention, je reviens à ce mot possible, ou est-ce que non, c'est la technique qui prend parce que j'ai bien compris que on est tous d'accord là-dessus que c'est pas la technique qui gouverne, mais quand même. L'invention, c'est une question de décision. C'est-à-dire, tu décides à un moment donné, en tant qu'architecte ou en tant que créateur lumière, de créer un élément spécifique. Et puis, tu vas jusqu'au bout. Si t'es têtu, tu y arrives. Si t'es une couille molle, t'arrives pas. Voilà. Bon. Donc, bon. C'est simple. C'est clair. Après, c'est un problème de contexte. C'est-à-dire, que tu te trouves devant des situations où il faut insister, il faut convaincre le maître d'ouvrage qu'on peut y arriver, que dans les budgets, s'il nous laisse faire en connectant avec des industriels, par l'intermédiaire de spécialistes, parce que nous ne sommes qu'architectes, je veux dire, on a toujours besoin, dans l'ingénierie, d'avoir affaire, dans un premier temps, un premier relais, que sont, dans ce cas-là, les concepteurs lumière, 8-18 ou d'autres. Et puis après, eux-mêmes peuvent se tromper, puisqu'il y a certains éléments qui étaient en LED qui sont passés en fluo, parce que l'industriel nous a dit qu'il fallait faire autrement. Donc le projet n'est jamais fini, c'est-à-dire que l'économie dans laquelle on peut arriver est liée un peu à cette espèce de parcours qu'on fait au fur et à mesure pour arriver finalement à un produit spécifique et complètement adéquat avec les budgets qu'on nous donne. L'idée, c'est pas d'amener le maître d'ouvrage dans des dépenses somptuaires à faire des objets autres que même que la lumière
qui soit au-delà des prix qu'on nous donne, c'est de rester dans l'économie qu'on nous donne pour essayer de trouver avec des partenaires ce qu'on peut faire de mieux. Ce qui est différent de certaines attitudes de certains architectes aujourd'hui. Tu as parlé de logement, je reviens à Jean-Marc une seconde je finis sur le logement, parce que le logement c'est pareil, c'est-à-dire que on essaie toujours, là, on a essayé, alors sur 2 opérations qu'on a finies, là, à Cardinet, on finit Auteuil également avec Rudy. Je veux dire, on essaye toujours de sortir, on a mis du SAMOD, c'est vrai, sur les opérations en luminaire extérieur, mais à l'intérieur, si on ne fait pas des efforts, ça se termine avec une dalle en bout de fil, une douille en bout de fil. C'est-à-dire ça se termine avec des trucs, parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire du logement social. Dans le logement privé, c'est un peu mieux, c'est-à-dire bon, on arrive quand même à avoir quelques prestations complémentaires. Mais c'est pas bien mieux, c'est-à-dire qu'on arrive à travailler sur les terminaux parce qu'on a trouvé des astuces sur d'autres corps d'État qui nous permettent de gérer la qualité de finition des terminaux. Alors les terminaux, c'est quoi? C'est les prises électriques qu'on va chercher un petit peu plus sophistiquées, c'est quelques luminaires qui sont dans les cuisines qu'on va installer, ou c'est quelques poignées de porte qu'on va dessiner nous-mêmes, ou qu'on va essayer d'installer ou de prendre dans des catalogues, on va dire plutôt italien, tu vois, parce que ce soit un peu plus solide et joli. Jean-Marc, ce qui est intéressant dans les logements que vous avez réalisés à Boulogne-Billancourt pour Next City, c'est que la nuit, on ne voit qu'une chose, c'est justement la rythmique du dispositif lumière qui est à rez-de-chaussée, qui fait une ceinture là en bas, là, comme on pourrait dire un socle, et c'est incroyable, ça change le bâtiment d'une manière extrêmement forte. Oui, ça décolle effectivement le bâtiment. D'une certaine manière, c'est un luxe, ça, c'est-à-dire la grande hauteur dans le logement social ou le logement privé, la double hauteur, c'est forcément considéré comme un luxe parce que le promoteur lambda va vous dire, ou même soi-disant éclairé, va vous dire que dans une double hauteur, on peut rajouter un niveau. Et donc, pourquoi le hall ferait 6 mètres de haut? Pourquoi les commerces auraient 4,50 m ou 5 mètres sous le faux plafond? Voilà. Bon, là, il s'avère qu'en l'occurrence, c'était, puisqu'on est sur le front de Seine, sur le quai, c'était une imposition urbaine. Donc, on l'a saisi avec un grand bonheur, cette double hauteur. Et puis après... c'est vrai que quand on fait du logement aussi, la nuit, c'est souvent... le bâtiment peut être bien de jour, mais la nuit, il peut être souvent terrible. C'est-à-dire que la nuit, on va lire que les usages. Et alors, nous, on a essayé de mettre en place un dispositif qui fonctionne à la fois de jour, bien sûr, par un système de double pot, mais qui soit aussi quelque chose qui, d'une certaine manière, mette en retrait cette lecture trop primaire de la nuit dans un bâtiment de logement, c'est-à-dire le fait qu'on ait des garde-corps vitrés, le fait que le bâtiment soit constitué d'une stratification de plateaux. En gros, c'est un parking, hein. Si je puis dire, ces bandeaux qui sont habillés des malites, et le fait qu'on ait une double peau, c'est-à-dire qu'on ait avant la façade proprement dite des grands coulissants toute hauteur, une peau en simple vitrage qui va aussi refléter, grâce à la lumière parasite de la ville, le paysage, on met en arrière-plan cette vision trop directe de l'usage du logement. Et ça nous intéresse parce que à un moment donné, qu'on voit ce qui se passe dans les logements, je pense que c'est pas grave, mais si on arrive un peu à distancier la chose. Et du coup, par ce simple dispositif en fait de reflet, parce que c'est pas éclairé, on n'a pas d'éclairage spécifique dans l'entre-deux. On crée une distance, on crée une intimité. Alors on l'a fait aussi par exemple à la Maison des Adolescents, qui est un bâtiment entièrement vitré sur le boulevard de Port-Royal, qui est donc ce qu'on appelle la Maison de Solène. Là, on a inclus des films dans les verres feuilletés. Donc
on a planté, on a un jardin de devant, on a le boulevard qui est lui-même planté, et puis on a quelques miroirs derrière sur les portes. Donc on crée des ambiguïtés comme ça, ce qui permet, sans masquer la vue pour les patients qui pratiquent le bâtiment quand ils se déplacent à la nuit tombée dans le bâtiment, de créer une distanciation, une intimité. Donc on aime bien travailler sur ces choses-là qui sont des éléments qui ne sont pas quantifiables, mais qui permettent de mettre comme ça en place une épaisseur virtuelle et qui crée une intimité pour l'usager vis-à-vis du spectateur. Alors Vincent, on va rester sur le thème du logement une seconde. Les derniers logements que tu as livrés, Canal de l'Ourcq, là, ont été salués par la critique. Très beau, réellement. Et est-ce que justement dans ce paysage je reviens sur ce mot qui te convient bien, de ce paysage de coursives et autres, la lumière, je veux dire la lumière artificielle, a été quelque chose qui a été intégré comme un processus et qui a été bien accepté par le maître d'ouvrage, ou bien ça a été encore au forceps qu'il a fallu passer? Je pense que si t'as pas ta batte de baseball, ça passe pas en fait. Donc c'est plus le forceps, ça c'est la batte de baseball. Bah, c'est-à-dire que il a l'air gentil comme ça pourtant. Ce que dit Francis n'est pas faux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on... Il n'y a pas un projet où on peut imaginer que tout se passe magnifiquement bien. C'est-à-dire que on a souvent la casquette de devoir faire un beau bâtiment qui coûte pas cher, qui soit toujours le plus beau, mais le beau de quoi? Et avec rien, ou presque rien. Donc c'est vrai qu'on est nous tous aujourd'hui dans cette économie de moyens, et que soit c'est l'architecture qui gesticule un peu beaucoup, alors en tout cas la nôtre là-dessus, elle s'est mise un petit peu en scène, et on a ce travail sur rue qui est sur 2 échelles, donc on a un socle plutôt translucide, puisqu'on a une tôle perforée qui masque un équipement sportif qui est semi-enterré, qui la journée reste assez neutre, on est plus dans la curiosité, c'est-à-dire que le passant, s'il ne met pas son œil dans le petit trou pour voir l'activité, l'effet ou l'action qui peut se mener derrière cette tôle, comme un effet de mouche à rabier, on ne s'attarde pas. Puis au-dessus, par contre, tous les logements, ils sont sous ces grandes loggias et avec des profondeurs différentes. À l'époque du concours, on avait travaillé une double peau également pour constituer de véritables jardins d'hiver, mais c'est vrai que l'angoisse de beaucoup de bailleurs, l'angoisse de regarder trop TF1 ou toutes ces conneries, c'est d'imaginer que demain, sur la coursive, il y a 3 chambres qui vont s'installer, des familles complètes, on va compléter le séjour, etc. Mais ça, à la fois, c'est l'évolutivité qu'on nous demande aujourd'hui dans tous les concours. Mais c'est-à-dire que tu veux avoir l'évolutivité d'un projet, c'est-à-dire qu'on peut construire une chambre sur la coursive demain, mais quand même, si tu la mets, c'est pas bien. Donc cette histoire de filtre, pour nous, elle était très intéressante, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas contrôler le mauvais goût de monsieur tout le monde, ou de madame tout le monde, c'est-à-dire d'exploiter sa terrasse ou son espace de manière un petit peu inattendue. Donc c'est vrai que ce travail sur cette double peau peut être efficace. Là-dessus, elle ne sera plus, elle sera ce que ça sera. Et côté court, comme tu le précisais sur ces coursives, c'est vrai que la lumière artificielle industrialise un petit peu cet événement. Mais pour nous, ce qui était encore plus important, c'est que dans le logement social, qu'on a voulu un maximum de qualité, c'est-à-dire on a évité tous les hublots de garage dans les chambres à coucher, tous les pauvres luminaires pourris qu'il y a dans les cahiers des charges des maîtres d'ouvrage ou de tes propres bureaux d'études, excusez-moi s'il y a des ingénieurs, parce que ça aussi c'est la réflexion, c'est-à-dire que tu fais du logement, va pas trop réfléchir, hein. Déjà tu as fait un peu d'architecture, déjà tu nous as ruinés, enfin, ce qui est complètement faux, mais par contre au niveau de la vasque, du petit miroir au-dessus, t'imagines, on pose des vasques sur colonnes en céramique. Mon père il faisait ça il y a 40 ans. Je comprends même pas que ça soit encore possible aujourd'hui. Mais ça l'est. Donc c'est-à-dire que cette bataille, nous, on a un peu baissé les bras. Par contre, on essaie de l'appliquer ailleurs pour mettre en scène ces accès à ces logements, pour que tout le monde soit assez en sécurité, puisqu'on monte quand même sur un R+6, R+7, et on a besoin d'être un peu mis à l'aise, et que chaque fois que quelqu'un vient ici, il y a un petit détecteur assez basique qui met en lumière la coursive, qui dessert
ces logements, et qui a aussi la particularité, c'est qu'on est dans Paris. Paris, pour nous, on disait la ville de la nuit dans les années 80, mais pour nous, ça a toujours été la ville lumière. Et là, on met en scène, côté cour, toutes les héberges existantes qu'on n'est pas venu construire. On s'en est mis un petit peu en retrait. Et on voit son voisin. C'est un petit peu ce que j'expliquais lors de nos échanges, un peu fenêtre sur cour. C'est-à-dire que moi, je peux voir ma voisine, mon voisin, pas uniquement de mon propre immeuble, mais de l'autre immeuble. Moi, j'aime bien ça. Cette relation qu'on a tous perdue, ou qu'on essaie de nous faire perdre parce qu'il faut être comme ça. Donc c'est vrai que la lumière artificielle peut nous amener ce genre d'événement, de mettre en scène des lieux qu'on n'attend pas. C'est-à-dire, là, on voudrait plutôt avoir la lumière au maximum quand on rentre chez soi, ce qui est important, puisque c'est vrai que l'immeuble, la nuit, il faut qu'il ait aussi cet aspect vivant. Alors c'est vrai que pour nous, ça c'est un travail assez prépondérant. Et je reviens parce qu'il y a quelques industriels qui sont là, ou quelques-uns qui fabriquent, et puis tu as cette chance-là. Je pense que là aussi, les industriels doivent nous faire confiance, ou doivent prendre des risques. Ils font beaucoup d'argent, je ne peux même pas imaginer leur chiffre d'affaires, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tant mieux pour eux, mais qu'on arrive ensemble à prendre quelques risques sur quelques opportunités qui sont majeures. On parle de ce centre de recherche et développement, mais partout ailleurs. C'est-à-dire, il est important aussi qu'à un moment, l'industriel puisse aussi accompagner le maître d'œuvre, parce qu'il peut prendre ce risque-là, parce que le projet il aura une certaine valeur, il fera parler de lui en tout cas, c'est ce que pour certains de nous, maîtres d'œuvre, on espère, pas uniquement parce que c'est notre bâtiment, mais parce qu'il y a une nécessité. Si on parle du logement, là, il est vraiment nécessaire on rencontre des partenaires. Alors je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas des designers, mais des architectes. C'était important à souligner quand même. Est-ce qu'il vous est arrivé de pousser, j'allais dire, les industriels dans des retranchements où ils ne pensaient pas aller, et que justement vos projets on les ont amenés à créer des choses particulières ensuite? Vous voyez, est-ce que ça a créé vraiment presque, j'allais dire, une recherche qui n'était pas forcément sur la ligne de départ? En ce qui nous concerne, oui, mais pas sur la question de la lumière. Par exemple, sur la question de la façade, nous, on a à un moment donné travaillé très souvent avec Choucault, pour pas le citer. Ça n'a rien à voir avec la lumière. C'est un gamiste, donc qui fait des profilés aluminium. Et c'est vrai que il y a des modèles de profils qui ont été commercialisés, qui sont à la base un travail qu'on a fait avec eux. Alors c'est pas les dimensions qu'on a mis, ça concernait entre autres le projet des archives de Rennes. On a mis en point un profil, puisque quand on regarde, on travaille un peu toujours de la même façon, que ça soit là pour une façade ou pour un appareil d'éclairage. Ce qu'on aime bien faire d'abord, avant de travailler avec, c'est commencer à le désosser. Et puis un profil, c'est pareil, on désosse tout le truc, et puis en l'occurrence pour Rennes, on avait gardé que les joints. Donc après, il a fallu faire un peu d'aluminium autour pour mettre les verres et que ça tienne. Et voilà, ça c'est une expérience, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire sur des appareils d'éclairage. Mais moi, je voulais revenir sur une chose que tu disais, Vincent, tout à l'heure, qui me paraît importante, notamment dans le logement, parce que ce dont on parle là, pour moi, on parle de l'uniformisation. Et ça, je pense que c'est la pire des catastrophes qui nous guette tous. Tout est orienté vers ça. Tu parlais des BET qui mettent toujours le même hublot. Les constructeurs, j'en parle pas. Donc, on est dans cette espèce d'uniformisation permanente qui tend à complètement gommer effectivement la réflexion, l'expérimentation, et ça, il faut absolument lutter contre ça, et qui plus est dans le logement, le logement étant, de mon point de vue, le secteur le plus criant dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on peut regarder l'histoire du logement en France des 30 dernières années, on compte les opérations intelligentes et intéressantes.
comme celle de Francis à Durkheim sur le doigt de la main, sur les doigts de la main. Donc voilà, mais il faut pouvoir aussi, j'allais dire entre guillemets, se payer cette attitude-là, cette attitude qui est en réaction aux choses. Aujourd'hui, la profession, tu l'as dit, a pour beaucoup démissionné. Sur plein de sujets. Donc, alors il ne s'agit pas de monter au créneau avec son pancarte, c'est pas ça, mais il s'agit dans la fabrication de résister effectivement aux maîtres d'ouvrage, aux promoteurs, quand ils veulent qu'on mette un hublot de merde en plastique à 10 balles acheté chez Casto. Voilà, c'est ça notre boulot aussi. Alors on passe beaucoup de temps à ça, on s'épuise beaucoup à ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne construit pas assez, pour montrer que c'est possible. Je propose d'ouvrir les questions à la salle. Je pense qu'il y a des industriels, j'imagine des designers, des architectes, des étudiants et autres qui ont envie de vous interpeller sur ces questions-là. Qui ouvre le feu? Ou qui souhaiterait? Voilà, monsieur. Bonsoir, je suis jeune architecte, j'ai été jeune avoir ma HMO. En fait, je me demandais en tant que, vous représentez différentes générations d'architectes et vous qui avez vu du coup ces révolutions dans les produits qui font la lumière, vous parliez par exemple d'éclairage, des profils industriels qui avaient été utilisés sur les pistes de décollage. Maintenant, on a des technologies LED qui sont complètement miniaturisées. Quel impact ça a eu sur la création architecturale finalement? Parce que par exemple, on le voyait dans votre bâtiment, Monsieur Solers, pour EDF, où vous avez aussi utilisé des produits très fins qui sont rendus possibles par la technologie LED. Et finalement, quel impact a cette technologie en permanence qui a tendance à évoluer sur l'architecture et sur la production architecturale d'aujourd'hui et de demain? Oui, on est forcément à l'écoute de toutes les évolutions technologiques qu'on croise au fil du temps. Au bout de 15, 20, 30 ans de pratique, on ne construit plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc forcément, en croisant des technologies comme celle de la LED, forcément on adapte nous-mêmes notre façon de voir et de travailler l'espace. C'est de dire peut-être que la transformation technologique de la lumière va transformer complètement la vision de l'espace de l'architecte, ça c'est vraiment, ce serait pour faire plaisir à la salle. Mais c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'ici on voit bien, il y a un espace qui est fait, puis en plus après il y a la générosité des gens de sa mode qui arrivent et puis qui trouvent ici une belle solution complètement adaptée, spécifique et adéquate à une situation donnée. Non, là, il faut, je crois, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé, c'est qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre, comme dans l'architecture, du domestique, plutôt que de l'architecture publique. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qu'on éclaire d'une certaine façon, même ici, comme un équipement, et puis il y a le domestique. Le domestique, c'est quoi? C'est les logements et le bureau, c'est ce qui constitue 80% de la ville. Là, globalement, on est mal éclairé, on va dire, parce qu'il n'y a pas des produits qui sont vraiment de bas de gamme, pas de bas de gamme, de haut de gamme plutôt, mais qui soient pas chers. Et puis, on considère toujours que du logement et du bureau, après tout, surtout maintenant avec les économies d'énergie, on n'a pas à les éclairer l'extérieur. Donc, on éteint tout. À la Défense, à 18h, toutes les tours s'éteignent. Et automatiquement. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui du rapport donc, de l'éclairage en tant que quantité de lumière par rapport au domestique. Le monde du travail, le monde de l'habité. On considère qu'on peut rester dans le noir. Et c'est pas plus mal. Seul l'éclairage des gens qui sont à l'intérieur, qui éclairent à ce moment-là leurs appartements ou leurs bureaux, comme ceux de R&D, on a considéré que l'éclairage des bureaux, des bureaux, c'est pas des bureaux, c'est des éléments, des surfaces de recherche, suffisait à l'éclairage de l'ensemble du projet. On n'a pas trop insisté sur une lumière extérieure spectaculaire, d'abord parce que EDF ne voulait pas, et d'autre part parce qu'on considérait que c'était pas utile. Et puis il y a les équipements. Alors les équipements qui sont pourris avec des éclairages magnifiques dedans. Puis vous avez des bâtiments parfois magnifiques avec des éclairages complètement pourris à l'intérieur. Ce qu'il faut qu'on arrive à trouver en tant qu'architecte, tu seras confronté à ça, c'est de trouver l'adéquation, la relation vraiment réelle entre la lumière qui peut être amenée de l'intérieur d'un projet, qui peut être aussi beau. C'est-à-dire comment il y a cette adéquation, ce qu'on a vu notamment dans le musée de Lille, où on voit ces espèces d'interactions, qu'on peut voir peut-être aussi dans certains espaces d'EDF, où il y a certains espaces interactifs comme ça, où
où on ne sait plus à un moment donné si c'est la lumière naturelle ou la lumière électrique, on va dire, qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toujours de l'émotion. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui fonctionne en lumière, c'est un bâtiment qui, éteint ou allumé, produit la même émotion ou une émotion différente, mais en tout cas de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon. Francis Soler a parlé du partenariat avec Samod ici dans ce lieu. Je voudrais surtout qu'on n'oublie pas aussi qu'il y a une conception des Freaks, donc les Freaks architectes qui avaient imaginé déjà le lieu avant même que l'éclairage s'y installe, et après vraiment ce travail avec l'industriel au plus près pour justement faire ce que vous voyez ce soir. Donc cette relation Freaks, et je salue Cyril Gauthier qui est là, s'il veut intervenir, je lui passe un micro, mais voilà, c'est un travail tout en finesse sur les lignes, les trames, les températures de couleur et autres, voilà, dans cet espace qui est très pratiqué. Je voudrais juste rajouter quelque chose, puisque les gens de Régent sont là. Bruno, vous pouvez peut-être répondre. C'est tout à l'heure, on discutait sur la continuité ou la suite qu'on pouvait donner justement au luminaire qu'on avait créé à 6000 pièces sur sa clé. Et tu me disais qu'on ne pouvait pas aller plus loin parce que déjà les technologies étaient dépassées et que finalement l'industrie ne pouvait pas suivre finalement une création qu'on avait fait de manière spécifique pour EDF. Ça c'est sorti il y a 6 mois, enfin il y a 3 mois, et ça a été conçu il y a 2 ou 3 ans. C'est déjà obsolète. Vous pouvez en parler? Un industriel, Donc, bonsoir, je suis Bruno Touzery, responsable de Régent pour la France, fabricant suisse. Donc on a vécu cette formidable aventure avec Francis et l'équipe 818, éclairagiste sur le projet. Un projet conséquent, on parlait de taille du projet, c'est vrai que la taille de ce projet, 5500, 6000 luminaires, nous a permis de créer from scratch un luminaire qui n'existait pas. Alors, manque de bol, si je puis dire, on est tombé en pleine révolution de la LED. C'est-à-dire que la LED, elle n'est pas si vieille. Il y a 5 ans, c'était des bons débuts. Aujourd'hui, elle est complètement aboutie. Donc, depuis les années de création de ce luminaire, il y a eu le passage à la LED. Bon, cependant, c'est d'autant plus intéressant de voir que la force de l'éclairagiste et de l'architecte ont permis le maintien d'une source dite ancienne maintenant, le tube fluorescent. Et ça, c'est remarquable parce que les démonstrations de consommation ont pu être démontrées. Alors la question se pose, est-ce que ce luminaire peut devenir un standard chez nous? Et c'est là la complexité de la chose, de faire devenir un objet haute couture, même s'il y a eu 5500 exemplaires, ça reste un objet haute couture qui a été conçu pour ce projet, pour nous, fabricants, de le mettre en standard. C'est excessivement compliqué pour des raisons de coût, de déploiement, d'outillage. C'est une autre considération. Donc c'est souvent le rêve d'un architecte d'avoir son objet qui devient un must d'un catalogue de fabricants et qui devient un courant. Mais voilà, ça doit peut-être être pensé avant et c'est une question perpétuelle. La remarque qui est soulevée ici me fait penser au travail de Renzo Piano sur le lingotto. Le lingotto, il a donc inventé un système, un dispositif qu'un industriel italien très connu, Iguzzini pour pas le nommer, a développé à l'échelle du bâtiment de donc 500 mètres de long, je le rappelle, et a créé encore une fois, cette unité, cette rythmique de tous les volumes. Donc là, c'est assez intéressant parce que le nombre de pièces qui était, j'ai pas le nombre sur le lingotto, mais c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a création d'un équipement qui, lui, est passé maintenant, je crois qu'il est édité. C'est assez intéressant comme histoire. Oui, alors l'histoire du lingotto que je connais bien aussi est tout à fait exemplaire. Vous avez aussi le perroquet qui a été installé à Beaubourg. C'est un dessin de Piano également, un petit objet, un perroquet assis sur son trapèze de cage qui est suspendu, qui a été fait pour Beaubourg, véritablement pour la rénovation de Beaubourg en 2000, et qui après est devenu un standard de la gamme. C'est un bel exemple de déploiement d'une création qui s'est déployée. Ce qui veut dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que Emmanuel veut intervenir sur ce domaine du c'est possible? Yes, you can. Je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est parfois possible et parfois pas. Il y a eu des créations de luminaires qui sont faites pour un projet spécifique et qui n'ont de sens que dans le cadre du projet. Et quand on les sort du contexte du projet, ils perdent de leur pertinence.
indépendamment des questions d'évolution des technologies qui peuvent rendre obsolète quelque chose qui était performant. Et il existe parfois, mais ça demande un cadre d'analyse qui est un peu plus large, la conception d'un luminaire à l'occasion d'un projet, mais dans une perspective en fait de pérennité de l'objet. Donc ça peut paraître en fait un peu subtil, mais ça change tout parce qu'effectivement l'industriel à ce moment-là il peut accepter des contraintes peut-être compliquées pour un projet unique qu'il n'aura jamais à refaire, et à l'inverse, il ne pourra pas les accepter s'il a déjà en tête avec l'architecte que ce luminaire est destiné en fait à vivre au-delà du projet. À cause de problématiques industrielles, notamment avec les lettres de sourcing des composants. Donc tous ces éléments-là font que ce qui est parfois possible peut en fait ne plus l'être, et ça relève en fait du cas par cas. Je voulais peut-être permettre de passer aux Fricks pour qu'ils racontent leur projet ici. Si avec grand plaisir. Cyril, viens ici qu'on te voit dans la lumière. Voilà. Il y avait Yves qui était caché. Voilà, ils sont venus à deux. Je ne sais pas où est le troisième. Il est dans le train. Bonsoir. On dirait l'école des fans. Donc nous, on est les Fricks. C'est un projet estampillé Fricks Boom. Fricks pour l'architecture et Format Boom Bérangère qui est là pour le graphisme. Que nous saluons. Le projet s'intitule La plateforme de la création architecturale, nom de la cité, via Francis. Dès le début, en fait, l'intitulé était de créer un espace de démonstration, un lieu de vie, une aire de jeu pour que les différents intervenants puissent intervenir et présenter leurs travaux. Donc à la fois, on a voulu prendre place et à la fois se mettre à distance des intervenants. On a dispatché le grand hall d'Abou, parce qu'on a appris qu'il s'appelait le hall du bout. Donc le hall d'Abou, on l'a dispatché en 3 entités, 3 lieux différents. Le lieu de débat que vous avez ici, où il y a un gradin biface, donc d'un côté pour les présentations, conférences, et de l'autre côté vous avez l'accueil et des vestiaires pour la vie de la cité et accueillir aussi les conférences, avec la zone en jaune. Vous avez la zone plutôt bleue là-bas, où c'était la zone de débat, qui était plutôt assimilée à un duo et presque à une battle au début, mais on a plutôt voulu faire ça comme une conversation. Donc c'est pas un affrontement, mais c'est plutôt une discussion. Et c'est pour ça qu'on a pris l'esthétique du half-pipe, dans la notion d'un mouvement qui revient entre les 2 équipes, on va dire. Peut-être vous le savez pas, mais la particularité, c'est que les 2 agences ne connaissent pas les travaux de l'agence d'en face. Donc c'est un peu la surprise quand chacun aménage son demi-territoire et arrive le jour J de la rencontre. Et 3e entité, qui était un peu annexe aux 2 autres, mais qui était le laboratoire, qui est dans la partie haute, si vous voulez, et qui est la zone en rose. Laboratoire du logement. Du logement. On a vu à quel point c'est important le logement. C'est vrai. Et dès le début, en fait, avec les graphistes, on a voulu créer des entités logos qui pouvaient s'identifier en termes de modules dans l'espace et en termes de graphisme, autant sur les A0 que sur la signalétique, etc. Et avec leur petit passé de graffeur, on est parti sur un geste assez brutal mais assez simple pour faire un zonage très direct, avec 3 couleurs correspondantes à chaque lieu. Pour le clin d'œil, j'ai mis le t-shirt du chantier, donc c'est des restes du bleu qui est là-bas. Il y a des fines projections. Voilà. Et j'ai pas mis les chaussettes. Tout a été opéré, il faut que tu détailles plus loin, que tu dises tout, ça a été opéré avec un extincteur chargé de peinture et qui permettait de projeter allègrement et en même temps avec une part d'aléatoire. Ça qui était très intéressant. Voilà, c'était One Shot. One Shot, c'est donc les 2 graphistes qui l'ont fait. On a fait une petite vidéo qui est visible sur le making of. Donc ça, bon, c'était très sympa à faire. La cité un peu tiqué au début, puis s'y est habitué. Et donc l'idée, c'était quand même de rendre un peu lisible 3 zones différentes dans un espace un peu hétéroclite, quoi, un peu alambiqué.
Voilà, et donc les 3 objets, clairement, comme très formalistes, sont devenus un peu soulignés par le graphisme de format Boom, donc avec des lignes noires, noir et blanc, et juste pour que ça devienne quasiment des logotypes à la fin, qu'on retrouve après dans le graphisme un peu partout, et dans la communication graphique du lieu. Et alors, il y a la lumière. Voilà. Et dès le début, on avait pensé à un éclairage, mais qui du coup n'a pas pu aboutir dans un premier temps. Et c'est là qu'est arrivé Samod dans l'aventure, où on a eu le temps de repenser le projet, étant donné qu'il avait quand même une petite année d'endurance dans les pattes, ce qui nous permettait aussi de mieux le connaître et de mieux voir comment les différents lieux réagissaient. Et donc avec Samod, on a essayé de re-identifier les différents lieux et en même temps de créer un éclairage potentiel pour le hall quand il n'y a pas la fonction scénographie, on va dire, scénographie-exposition. Et ces 2 ambiances, à savoir l'ambiance scénographie-exposition et l'ambiance hall d'Abou dans sa fonction de hall d'accueil, a été mélangée avec une 3e fonction qui est un peu juste des directions dans le hall pour amener aux différents espaces. Et peut-être on ne l'a pas dit, mais volontairement, on a aussi voulu créer un vide au centre pour permettre justement toutes ces interactions et de permettre aussi à la cité de vivre avec cette installation. On a tout dit, non ? Emmanuel, on va te passer le micro. Oui, c'est pour rebondir sur un thème que vous avez abordé et qui est peut-être la raison à la fois de notre présence, de la soirée et des thèmes qui seront amenés, c'est justement la relation entre l'industriel et, on va dire, et l'architecte ou le concepteur, parce que ça vaut pour les concepteurs éclairagistes, ça vaut pour les architectes, quel que soit en fait le stade cette relation-là, en fait, elle est pour nous très importante, en tout cas pour ceux qui y sont attachés. Et il y a beaucoup de choses qui se nouent effectivement pendant le projet. L'éclairage, même s'il fait partie des éléments qui sont probablement conçus dès le début, il y a une évolution qui s'est mesurée. Là, dans ce que racontent les Fricks, effectivement, il y avait probablement un plan d'éclairage au début. Le fait de l'avoir réalisé 1 an après a aussi permis d'affiner le projet et d'avoir quelque chose qui coïncide bien avec l'usage du lieu. Et cette discussion-là, pour l'avoir un petit peu suivie de loin, elle était assez exemplaire dans le projet qui était ici, où avec des moyens en fait assez simples et sans recourir à des luminaires spéciaux qui auraient entraîné, disons, des surcoûts, avec un langage, une grammaire en fait assez simple, on arrive à créer quelque chose de singulier. Donc on n'est pas nécessairement obligé d'aller chercher des choses spéciales pour avoir des projets dits spéciaux. En revanche, la qualité de cette relation en fait permet de le faire. Donc c'est peut-être là je voudrais prêcher pour la corporation. Enfin la mienne et puis aussi la vôtre, cette relation-là, elle est presque gratuite, on va dire, mais quand elle a lieu, elle permet de fabriquer beaucoup plus de qualité. Effectivement, il existe des produits, assez souvent, qui sont pas forcément très onéreux, pas forcément très spectaculaires, mais quand on introduit l'intelligence de l'utilisation, la réflexion sur les usages ou les fonctions, soit tels qu'ils sont, soit avec des modifications à moindre coût, on peut produire une qualité de lumière, une qualité d'ambiance, une qualité d'objet même, parce qu'il y a parfois des luminaires, enfin selon les fabricants, que vous pouvez en fait habiller. Et donc je plaide pour l'élévation on va dire de la qualité, mais qui passe effectivement parce que les bureaux d'études ne fassent pas que du copier-coller ou du enregistrer sous, que les installateurs éventuellement aient une oreille un peu plus attentive aux souhaits en fait de l'architecte, enfin que toute la chaîne, c'est-à-dire il y a vous à un bout et il y a les fabricants de luminaires à l'autre bout, entre les deux, il y a beaucoup de gens qui sont moins intéressés que nous à la qualité du résultat. Plus notre relation en fait sera étroite et donc plus vous architectes actuels ou futurs aurez à cœur d'entretenir cette relation et peut-être de faire part de vos desiderata, plus on sera en mesure de défendre une certaine qualité, à la fois d'objets, mais de projets et de qualité d'objets intrinsèques. Je t'en prie. Ce qu'il ne faut pas oublier, en l'occurrence, avec Samod, ou du moins les luminaires qu'on voit là, c'est que ce produit, l'avantage, en tout cas esthétique, c'est qu'il a ce petit côté industriel que tu évoquais, que vous aviez recherché il y a quelques années, mais c'est un produit iconique. C'est-à-dire qu'il a traversé des dizaines et des dizaines d'années, ce produit. C'est-à-dire que si demain, un certain nombre d'industriels arrivent à mettre au point, avec des partenaires
leur médiocrité générale de conception de luminaires pour trouver une piste pour l'appliquer dans le bâtiment. C'est-à-dire que en soi, évidemment, moi j'adore ce luminaire, on le met sur beaucoup de projets, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait la capacité d'avoir peut-être d'autres produits moins industrialisés dans leur esthétique, qui ne sont pas au goût uniquement de notre cahier des charges. On se dit c'est vraiment un produit qu'on aime bien, mais Monsieur Tout-le-Monde ou nos maîtres d'ouvrage, on parlait justement du logement, on leur met ce type d'accessoires dans le local vélo maximum. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que la force de ce produit, c'est que c'est un produit iconique. Et il était dans le métro, il était dans les industries, etc. Et c'est ça, cette force-là. On parle de Régente, et heureusement que vous êtes là, parce que sinon, vu l'économie de vos produits, du moins entre la qualité et le coût, on arrive à les placer dans beaucoup de nos projets et de jouer de cet équilibre-là. Mais vous êtes un peu trop peu nombreux. Il faut aller en Italie, il faut aller chez les Belges, il faut aller dans les grands supermarchés belges pour aller trouver des pièces qu'on vient nous installer en ce moment dans une résidence étudiante à Paris. C'est-à-dire que trouver l'équivalent en France ou avec un produit français, en sachant que c'est un produit européen, ou du moins un produit qui n'est pas juste une merde d'esthétique inconcevable au XXIe siècle. On est au XXIe siècle. Ben ça, c'est intéressant. Et bon, voilà, c'est bien, mais ce que je dis toujours, c'est qu'on a de la chance, c'est que ce produit, il est tellement, c'est tellement un icône en soi que partout, il irait bien, en fait. C'est la force de ce produit. C'est pas bien. Hein. Non, merci. Je m'étais fixé comme règle de pas faire de recettes. Le but, c'est pas de faire de la retape pour ça. Il se trouve que ce produit-là, il a une vie dans des centrales nucléaires, dans des usines d'agroalimentaire, mais il y en a des. Voilà. Donc il y a des. Ce système, on va l'appeler en fait un système, il a été décliné dans des dizaines de milliers de versions uniques, dont certaines. C'est le travail qu'on a fait ces dernières années, ont été de transposer cet objet qui était très raide, et effectivement, 80% des gens trouvent que c'est déjà limite dans un local à vélo, d'en faire des versions qui étaient intimement aimables. C'est-à-dire qu'ils peuvent habiter un salon en fait, ou une salle de bain parce qu'on change d'échelle, enfin tout ce que vous avez évoqué, en interrogeant l'usage, en interrogeant la qualité de lumière, le dimensionnel. Donc d'un certain point de vue, il y a une forme d'identité. Alors ça c'est pour nous. Il existe d'autres fabricants qui ont à leur façon, avec leur type d'objet, avec d'autres types de techniques, également procédé en fait à des démarches qui sont parallèles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite chacun a la sienne. Après, on n'est pas obligé d'éclairer le monde entier. On a intérêt à bien tracer son chemin et à faire son travail le mieux possible. Mais c'est dans la relation avec vous que nous on est capable de décliner les produits d'après. Alors soit des produits de projet, ça arrive fréquemment, soit des produits qui vont naître dans les années d'après en intégrant les nouvelles technologies. La question du prix est effectivement cruciale parce qu'à chaque fois, la mauvaise marchandise et la chasse la bonne, c'est quand même une des lois qui s'est le mieux appliquée. C'est-à-dire que malgré des efforts de prescription initiaux, quand ils existent, le taux de perte en ligne est quand même en fait assez élevé. Donc je reviens encore à ça. Hein, c'est à nous aussi de bien faire notre travail, c'est-à-dire d'écouter ce dont vous avez besoin dans des prix qui soient acceptables, mais aussi faire que il y ait une forme de solidarité dans la production de qualité entre des prescripteurs qui ne sont pas des couilles molles et qui tiennent leur prescription. Et bah ouais, c'est un peu ça parce qu'il y a beaucoup d'obstacles en fait au milieu. Bien, ça sera le dernier mot, Francis Soler. Non, mais j'adhère beaucoup à ce qu'a dit Vincent, parce que ce que tu sous-tends, Emmanuel, c'est de dire qu'en fait, nous, on a un produit, messieurs, mettez votre imaginaire qui est formidable au service de sa mode, et en prenant les éléments existants, vous saurez faire comme Dominique Perrault, qui utilise en plus du GKD, des lustres ou des éléments de luminaire intéressants. Mais non, mais votre produit, il est quand même... Il a raison, il est iconique, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis qu'il a été créé. En réalité, il a toujours la même forme, il a servi d'abord dans les sous-sols, maintenant il a sa noblesse. Il est sorti, moi il y a 20 ans j'en ai mis sur l'immeuble de la rue Durkheim, avec Frédéric Druot, on les avait aménagés avec des films de couleurs à l'intérieur. On a des détournements possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les industriels de l'éclairage ne sont pas à ce niveau-là d'un produit iconique. C'est-à-dire ce qu'on veut faire, nous, c'est d'essayer de faire un petit peu évoluer les choses, peut-être dans d'autres secteurs,
peut-être le mauvais exemple ici, mais je veux dire, c'est vrai que on n'a pas besoin de le toucher. Il suffit, on le voit bien ici, ils sont utilisés intelligemment. On le voit dans les projets de Dominique ou dans les projets de Jean-Marc. Je veux dire, c'est utilisé, ils sont tellement suffisants, c'est-à-dire ils sont tellement bien qu'on a juste besoin de faire tourner notre imaginaire pour essayer de les mettre en scène de manière différente. C'est tout. Enfin, à chaque fois de manière spécifique, on va dire. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ce qu'on veut, nous, architectes, c'est toucher l'ensemble des industriels de la fabrication des luminaires pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire qu'on se tape des fois des luminaires, putain, c'est vraiment n'importe quoi, sous prétexte qu'il y a des copies d'ailleurs de sa mode, hein, tu le sais très bien. Hein. Et puis, on nous propose d'abord ça. On ne nous propose pas du sabode. On nous propose de la copie, comme on nous propose du bas de gamme à chaque fois. Et l'idée, c'est juste d'essayer de trouver des circonstances qui nous permettent de faire un peu évoluer les choses dans l'éclairage, on va dire, allez, en dehors de sa mode iconique. Donc on va rester sur cette idée qu'il faut faire évoluer les choses. Je vous ai dit que c'était le premier des rendez-vous. Le prochain aura lieu le 8 décembre. C'est une date qui n'est pas choisie au hasard, car c'est la fête des Lumières à Lyon. Et donc ici, ça sera la fête de l'architecture aussi dans le domaine de la lumière. Donc revenez le 8. Et d'ici là, plusieurs rendez-vous, un demain. Que reste-t-il des fondamentaux? Ça peut pas être mieux, hein. Là, les jeunes architectes, étudiants et autres, avec Frédéric Borel et Paul Andreu, qui justement seront interrogés par Richard Scoffier à ma place. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un bar est ouvert.